Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Laissez-vous aller. Oui. Laissez-vous aller à la confidence. Car sans le savoir, vous êtes tombé dans un piège terrible. Vous êtes ici dans une auberge, pas comme les autres. D'ailleurs, regardez, vous êtes sur écoute. Pendant que vous êtes là à bavarder en toute confiance, sachez que vos conversations sont attentivement écoutées de l'autre côté de la cloison. Eh oui, Marie Brace, la propriétaire de cette auberge si accueillante, si providentielle sur cette route déserte. Marie Brace est à l'affût. Elle est là, derrière la cloison. Elle ne perd pas une miette de votre conversation. Par ce poste d'écoute, elle entend tout. Elle entend tout ce qui se dit, même à voix basse. Malheur. Malheur à celui qui parle d'argent, d'or, de bijoux, de bonnes affaires. Car ici, pour satisfaire leur cupidité et leur désir d'argent, les aubergistes tuent les voyageurs. Tous les moyens sont bons ensuite pour se débarrasser des riches victimes. On les jette dans un ravin pour laisser croire à un accident, ou on les fait brûler dans le four avec leurs objets et vêtements compromettants. Bonjour à tous, chers auditeurs d'Altistoria. Je vous ai emporté dans un lieu que vous venez de découvrir. Vous avez sûrement dû comprendre et entendre que nous sommes dans une auberge. Alors, nous allons remonter le temps de 200 ans, de 190 ans exactement. Nous sommes au début du 19e siècle. Des faits criminels se passe à la frontière altiligérienne et ardéchoise. Nous sommes à l'auberge de Perbeil, surnommée l'auberge rouge. Une série de crimes vont se commettre ici entre 1805 et 1831. Ce fait divers devient national, devient extrêmement médiatisé à l'époque pour plusieurs raisons. Et nous avons donc avec nous Jérôme Clauzon, l'actuel propriétaire de l'auberge de Perbeil, qui a la gentillesse d'accueillir FM43 chez lui aujourd'hui. Bonjour Jérôme. Bonjour monsieur. Merci de nous accueillir chez vous. Alors, première question pour aborder ce fait divers et criminel de l'auberge rouge, de l'auberge de Perbeil. Pourquoi est-ce qu'on surnomme cette auberge l'auberge rouge ? Alors, avec ce fait divers qui s'est produit, donc comme vous venez de le rappeler, à partir de 1807 jusqu'à 1833, Claude Autant-Lara s'est penché sur cette histoire et a produit le film L'Auberge Rouge avec Fernandel en 1951. Alors, l'auberge rouge, l'auberge de Perbeil, est un fait divers extrêmement médiatisé à l'époque. Pourquoi est-ce que ce fait divers-là, ce fait divers criminel, devient autant populaire et pourquoi est-ce qu'il est autant médiatisé alors qu'on imagine qu'à l'époque il devait y avoir d'autres crimes dans le royaume de France? Alors l'affaire a débuté au départ sur l'assassinat, le meurtre d'un marchand de bestiaux nommé Jean-Antoine Enjolras qui par recherche, il s'est avéré qu'il avait passé la soirée à l'auberge et comme on retrouve son cadavre quelques temps après, on accuse de suite les aubergistes. Alors il faut savoir que depuis longtemps, à Perbeil, sur la route de Perbeil, entre Le Puy et Aubenas, beaucoup de disparitions avaient été relatées. Et si vous voulez, à l'époque, les époux Martin
tenanciers de l'auberge, aidés de leurs domestiques, avaient été assez jalousés par l'ensemble de la population locale parce qu'ils avaient acquis une grosse fortune. L'équivalence de maintenant reviendrait à peu près à 600 000 euros. Or, donc ça faisait beaucoup pour de simples agriculteurs, on va dire, pour l'époque. Et donc ensuite, qui dit ils en ont tué un, peut-être 53 disparitions, on leur les a mis à charge et ça a pris des proportions assez importantes. Alors je rappelle qu'ils ont été condamnés pour un meurtre, exactement, lors de leur procès, celui d'Enjolras. On y reviendra après pour le procès, mais est-ce qu'on est sûr aujourd'hui du nombre exact de victimes, puisqu'ils ont été réellement condamnés que pour un meurtre, donc ça veut dire que pour les autres, on n'était que dans de la supposition, et qu'au final, les juges ne sont jamais arrivés à prouver leur culpabilité pour les autres. Donc, est-ce qu'on a un ordre d'idée de victimes qu'ils auraient pu faire pendant ces 30 années à l'auberge? Alors, il faut savoir qu'à l'époque, ils ont été condamnés que sur la base de l'assassinat de Jean-Antoine Enjolras. Les autres personnes, à l'époque, la justice n'avait pas assez de preuves pour dire qu'ils les ont tous tués. Il faut savoir que c'était un contexte aussi... Il faut le remettre dans son histoire, dans son époque. On était dans une période où il fallait montrer l'exemple. Et l'affaire de Perbeil arrivait à point, déjà parce qu'il y avait un problème politique. Les Martins étaient des royalistes. On est passé d'une monarchie absolue à une monarchie de juillet. Et donc, vu qu'on changeait pas de gouvernement, mais de fonctionnement, la justice à ce moment-là voulait s'emparer de cette affaire pour presque faire partir tous les gens qui conspiraient contre les républicains. Vous dites par là que ce fait criminel aurait pu être instrumentalisé pour des raisons politiques contre l'Ancien Régime ? C'est un fait probable, parce que le surnom des Martins, on les nommait les Blancs, dû à la couleur blanche du royaliste. Les époux Martin et leurs serviteurs sont arrêtés le 1er novembre 1831. Quel élément mène les enquêteurs jusqu'ici, dans cette auberge perdue au milieu de nulle part, entre l'Ardèche et le Velay ? Alors, les neveux de Jean-Antoine Enjolras s'aperçoivent quelques jours auparavant que l'oncle n'est pas arrivé à la maison. Donc, ils se mettent à la recherche. Ils savaient qu'ils étaient partis à l'époque à une foire qui était à Saint-Cirgue en Bretagne. Et donc, étant donné qu'il avait été à Saint-Cirgue du jour au lendemain, ils ont recherché un petit peu tout ça. Et à force de discuter, on leur a dit, oui, mais lui, il avait garé une genisse vers Perbeil. Donc, de fil en aiguille, ils sont remontés jusqu'à Perbeil. Leur procès au Martin, il se tient donc à la cour d'assises de Privas en Ardèche, du 13 au 28 juin 1833. On parle d'une centaine de personnes qui assistent au procès, avec parfois des difficultés de compréhension des témoins à cause des patois locaux, puisqu'à l'époque, l'uniformisation de la langue française n'est pas encore totalement effectuée sur l'ensemble du territoire. Donc, on a manifestement pour ce procès un engouement de témoins, mais aussi un engouement de l'opinion publique. Est-ce que le procès des Martins à l'époque est vraiment un événement médiatique qui déchaîne l'opinion publique française ? Ah, tout à fait, tout à fait. Après, l'opinion publique les a bien chargés. Donc, de un meurtre jusqu'à autant. Est-ce qu'ils en ont autant tué ? Personne ne le saura jamais. Mais vu l'argent qu'ils ont pu avoir, ils ont dû en tuer, je pense, quand même pas mal. Donc on ferait un lien entre leurs richesses accumulées et les morts ou disparus qu'il y a eu. C'est-à-dire que les personnes qui venaient chez les Martins et qui disparaissaient étaient automatiquement issues de classes sociales bourgeoises ou élevées. Il semblerait que ce soit des gens, oui, qui aient eu pas mal d'argent. Tout à fait. Mais ces personnes qui s'arrêtaient ici, elles étaient issues de quel milieu ? C'était des marchands, des bourgeois, des vagabonds, d'où elles provenaient, ces personnes disparues ? Il y avait des bourgeois, des colporteurs,
Surtout des gens, à l'époque, il n'y avait pas de carte bleue, il n'y avait pas de virement, donc les gens portaient tout de la poche à la poche, quoi, hein. Donc après, il n'y avait pas de traces. Entre le 1er novembre 1831 et le 2 octobre 1833, le jour où ils sont exécutés, il se passe presque 2 ans. Pourquoi est-ce que c'est aussi long entre leur arrestation, leur emprisonnement, leur procès et leur exécution? Pourquoi il se passe 2 ans d'attente entre le début et la fin des Martins? Mais l'instruction a été assez longue, effectivement. Ça a duré 20 et quelques mois, je crois, à l'époque. Et c'est vrai que d'ici qu'ils aient relaté tous les faits, parce que étant donné qu'il y a eu 109 témoins, il y a eu de quoi prendre acte et à mentionner. Après, la lenteur de la justice, peut-être, mais regardez maintenant, il suffit qu'il y ait une affaire criminelle, elle n'aboutit pas forcément du jour au lendemain. Pendant ces 2 ans, les Martins, ils sont où? Ils sont emprisonnés? Ils sont où géographiquement? Alors, ils sont emprisonnés à la prison de l'Argentière. Qui se situe où? Juste, c'est la sous-préfecture de l'Ardèche. D'accord, donc à quelques kilomètres au sud. Après Aubenas, juste à une vingtaine de kilomètres d'Aubenas. Ils ont droit à des visites, les Martins, quand ils sont emprisonnés, vu qu'ils sont présumés innocents encore? Je pense que ce sont les filles qui doivent leur rendre visite, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent les voir. Est-ce que pendant leur emprisonnement, ils perdent leur auberge, on les destitue de leurs biens? Qu'est-ce qui se passe pour leur commerce à ce moment-là? Bien, jusqu'à la fin, la maison, jusqu'à leur mort, la maison est restée fermée. Et ce sont les filles qui ont vendu l'auberge pour payer les frais de procès à l'époque. Et vu la très mauvaise réputation qu'avaient acquis les Martins, elles ont vendu l'auberge. Elles aussi, de leur côté, avaient fait leur vie. Elles étaient mariées dans la Basse-Ardèche, pour la plupart. Et elles ont préféré ne plus avoir aucun lien qui les menait directement avec cette affaire. Une pierre avec une croix au centre de la cour chez vous indique l'endroit où ont été exécutés les Martins et leurs domestiques, Jean Rochette. Comment est-ce qu'ils ont été exécutés et pourquoi ils sont exécutés devant chez eux? Alors, comme je vous dis encore, vu les faits historiques, la justice avait voulu que ce soit un exemple, et donc c'était souvent le cas. Ils l'ont fait pour Pierre Brun, lui aussi qui était un royaliste. On l'a guillotiné sur la place de Mayres à l'époque, et là on a fait pareil, on a transféré la guillotine, on les a guillotinés devant les lieux où avaient été commis les méfaits pour montrer l'exemple à toute la population. Et ce jour-là, le 2 octobre 1833, il y a eu 20 000 personnes qui ont assisté à cette exécution. Donc ça a quand même amené beaucoup de gens, même du plateau, pour venir voir ça quand même. D'accord, donc c'est un vrai événement médiatique et du coup il y a aussi, si on vous entend, il y aurait une certaine forme de mise en scène ancien régime, anti-monarchiste dans cette exécution publique. C'est une éventualité qu'il faut bien garder. On peut pas le. C'est une hypothèse qu'on peut garder effectivement. À mon avis, les Martins n'étaient pas des honnêtes gens. D'ailleurs, tous les Martins de la famille Martin, alors je sais bien qu'on n'est pas responsable de toute sa famille, mais les frères de Pierre Martin ont péri ou la tête coupée ou emprisonnés. Le neveu qui était impliqué dans l'affaire de Perbeil, qui avait été relaxé faute de preuves, se retrouve 2 ans après la tête coupée parce qu'il avait attaqué un maquignon. Donc je trouve que oui, leur honnêteté n'y était pas, et leur parti politique aussi n'a pas dû les arranger en leur faveur. Les Martins, quand ils sont exécutés, ils sont enterrés où? Est-ce qu'il y a des obsèques Alors on les a guillotinés, on a gardé les têtes pour en faire des moulages. Parce qu'à l'époque, il y avait une science qui s'appelait la phrénologie, qui est tombée à l'eau complètement, parce que certains théoriciens pensaient qu'en fonction de la tête, du crâne que l'on avait, on avait des côtés plus ou moins criminels. Donc, pour vouloir étudier ça, ils ont gardé les têtes, ils en ont fait des moulages, et ensuite, les corps furent enterrés au cimetière de la Narse. Et les têtes, elles sont où, du coup? Alors, on va dire les moulages des têtes. Donc vous en avez 3 qui sont... ils ont fait 2 jeux. Il y a 2 jeux qui sont... Un qui est au musée Crozatier du Puy-en-Velay et l'autre qui se trouve aux archives départementales de l'Ardèche.
D'accord, et les vraies têtes, elles ont pas été volées, il n'y a pas une histoire de vol de... Alors, il semblerait que quelques jours après, les tombes aient été aussi vandalisées. Alors, voilà, est-ce que c'était les gens qui voulaient piller ou voilà. C'est sûr qu'il y a eu un souci, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui on sent encore l'âme des Martins dans l'air de Lanard, cette Perbeil? Non, c'est une histoire, mais on n'a plus peur maintenant. Est-ce que vous avez parfois des gens qui viennent, donc vous avez un hôtel, je précise que vous avez un hôtel, qui en venant chez vous parlent de cette histoire systématiquement? Est-ce que les gens qui viennent dormir chez vous, qui viennent à l'hôtel, qui viennent manger chez vous, ils connaissent ce fait divers du 19e? On a de tout. On a des personnes qui prennent une chambre, qui sont là le matin, qui viennent là, qui discutent, qui regardent un petit peu, puis ils me disent tiens, mais pourquoi vous avez la photo de Fernandel? Pourquoi vous avez... pourquoi mais... Et alors je leur explique, ah mais c'est là l'auberge. Ah ouais, bon, donc après voilà, il y a des gens qui s'arrêtent là, qui ne connaissent pas. Après il y a d'autres personnes qui viennent exprès pour voir ça. Il y a tout, il y a toute clientèle. Il y a 2 films qui ont été tournés sur ce sujet. Est-ce que les films, notamment celui avec Balasco, est-ce qu'il y a des scènes qui ont été tournées ici dans le coin? Alors le film avec Balasco, on a eu aucune personne qui s'est même déplacée sur le site pour voir si l'histoire, si les lieux correspondaient au film même. À l'époque, ce film-là, lorsqu'ils l'ont réalisé, ils ont voulu faire un remake de l'Auberge Rouge. Et ils ne se sont pas penchés réellement sur le sujet réel. C'était l'assassinat de personnes qui passaient dans une auberge. Eux, ils ont voulu juste recopier le premier film de Fernandel, l'Auberge Rouge. D'accord, donc un regret, un goût un peu amer, qu'ils soient pas au moins venus voir les lieux ici. Ils auraient pu faire un beau film. Les acteurs sont très bons, mais c'est vrai qu'ils ont joué un peu surréaliste, je trouve, et ça ne fait pas ressortir, entre guillemets, le côté historique qu'a pu avoir cette affaire. Vous pensez que cette affaire elle a été instrumentalisée avec le temps, qu'on l'a un peu montré peut-être trop à un moment donné comme quelque chose de sanglant, comme un fait très meurtrier? Est-ce qu'on en a fait trop avec l'auberge de Perbeil à un moment donné? Ça, c'est les gens qui ont parlé, hein, parce que c'était une affaire qui faisait tellement parler d'elle que, à l'époque, il n'y avait pas la télé. Alors on parlait, on racontait beaucoup. Les soirées de veillée, mamie ou papy racontaient aux enfants l'histoire de Perbeil. Et donc c'est sûr qu'après, les gens ont un petit peu raconté, un petit peu peut-être déformé. Mais l'essentiel est resté. Donc pour nos auditeurs, vous n'avez aucun lien de parenté avec les Martins aujourd'hui, 200 ans après? Aucune. Très bien, merci Jérôme Clauzon, merci de nous avoir accueillis chez vous à l'auberge de Perbeil. On espère, chers auditeurs, que ça vous a éclairé sur ce fait divers très connu, très médiatisé du 19e siècle, l'auberge rouge, l'auberge de Perbeil. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chronique, et d'ici là, portez-vous bien. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.